Michel Bosque, vous êtes l'auteur du livre Au bout du rêve, La Belle au bois dormant de Walt Disney. Donc vous analysez le succès de La Belle au bois dormant. Pourquoi avoir choisi ce dessin animé? Dans les productions Disney, ça correspond à un point de non-retour dans la qualité et aussi dans la technicité. Donc c'est un dessin animé qui, bien qu'étant devenu un grand classique, est très différent des autres. Et après une période de purgatoire où on a un peu eu tendance à considérer que c'était une semi-réussite, maintenant tout le monde s'accorde à dire que c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est survenu après une longue maturation semée d'embûches et de défis. Tout à Lesquels? fait. Eh bien, Blanche-Neige avait été réalisée en 1937, Cendrillon en 1950. C'était la troisième fois qu'il revenait vers une princesse de conte. Le genre pouvait sembler avoir passé de mode, puisque La Belle et le Clochard était venu marquer une rupture dans les productions Disney. Donc il fallait à la fois se renouveler et rester fidèle à une certaine tradition. C'est tout le paradoxe. Donc, quelles sont les prouesses visuelles et musicales de ce dessin animé? Alors musical, c'est l'adaptation du ballet de Tchaïkovski par George Bruns. C'est certainement un chef-d'œuvre où le compositeur et l'orchestrateur se permettent des incursions dans le ballet et en même temps des créations originales, tout ça avec une très grande cohérence. Et puis visuellement, c'est l'œuvre d'Evin Earle, qui est un peintre, qui a imprimé à ce film sa patte, qui est extrêmement personnelle. Donc, vous étudiez aussi les sorties françaises. Tout à fait. En 1981, le film a fait l'objet d'une deuxième version française qui est très différente de la première. Et c'est intéressant de constater en quoi les deux versions sont différentes et en quoi elles témoignent d'une évolution du public et de la société en général. D'après vous, quelle a été l'influence de ce dessin animé sur la société française? Très certainement, c'est un chant d'adieu. Un chant d'adieu à une certaine forme de poésie visuelle. Et en même temps, ça préfigure, dans la mode actuelle de l'heroic fantasy, ça préfigure tout un tas d'éléments visuels et de tendances graphiques qu'on trouve dans les jeux vidéo et dans certaines productions cinématographiques d'aujourd'hui. Et quelle a été l'influence du film sur Disney? Je crois qu'il a une postérité. On retrouve certaines marques dans Taram et le chaudron magique notamment et dans d'autres films des studios. Mais de toute façon, c'est un point de non-retour qui marque aussi une rupture. Pourquoi vous dites au bout du rêve? Eh bien, c'était les paroles de la chanson chantée par la princesse. C'était vous avec qui j'allais au bout du rêve. Et je crois qu'avec ce film, Disney est allé au bout d'une certaine forme de ses rêves, de qualité visuelle. Et personnellement, en le découvrant à l'âge de 7 ans, je suis allé au bout de ce rêve et je suis devenu compositeur grâce à ce film. Donc quel est votre parcours exact? Comment avez-vous décidé d'écrire sur ce dessin animé? En fait, je collectionne certains produits dérivés, notamment les livres, pratiquement depuis l'enfance, depuis la deuxième sortie française en 1971. Et quand on compare les éditions successives, notamment des livres qui racontent le film, on constate qu'il y a une évolution et cette évolution est très parlante. Donc j'ai eu envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice parce que c'est un chef-d'œuvre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est amusant de le voir vivre et évoluer à travers le temps.